Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour Info 7, la rétrospective de la semaine. Cette semaine a été chargée en informations, en temps fort, vous le savez. Donc, pour décortiquer ces temps forts, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un communicateur de l'AMOCA. Il est président de son parti, l'ADD Congo, le parti cher à Chalupa, vous le connaissez. Et avec Presse Epenge, c'est de lui qu'il s'agit. Nous allons, en tout cas pendant 1h20 au moins, décortiquer l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous retrouver, Presse Epenge. Merci, madame. Combien de communicateurs pour la MOCA? Parce que nous voulons vraiment avoir chez qui parler, chez qui avoir l'information, qui peut parler au nom de la MOCA. Vous êtes à combien comme communicateur? Bien. Nous sommes au moins une dizaine. Une dizaine de communicateurs. Oui. On peut Je connaître parle un peu de communicateurs engagés. engagés. Oui. À peu près. On peut connaître les noms? Oui, je peux. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Prince Epenge. Il y a Adrien Malenga, il y a Michel Mangala, il y a Lexus Légal, Maître Nico Maengele, Maître Sivava, Maître Blanchard Mongomba. Patrick Sivava, il est communicateur Bien aussi? sûr, il est Ok. communicateur de la MOCA, Patrick Sivava. Il y a Maître Blanchard Mongomba, il y a Maître Steve Kimwata. Voilà, donc nous sommes une dizaine de communicateurs qui œuvront aux côtés du président élu, aux côtés de tous les coordonnateurs de la MOCA pour les accompagner dans la tâche de la libération de notre pays. C'est vrai que le deuxième dossier sera consacré à la MOCA, c'est vrai, mais nous prenons tout d'abord le premier dossier, mesdames et messieurs, c'est le deux portraits, coup sur coup, de Mzé, Laurent Désiré Kabila, et de Patrice Emery Lumumba. Notre rédaction a essayé de fouiller un peu qui sont ces deux héros nationaux, célébrés coup sur coup le 16 et le 17 janvier. Nous allons donc les découvrir. Premier condensé, mesdames et messieurs. Laurent Désiré Kabila est né le 27 novembre 1939, bien que lui-même, lors d'une interview accordée à Jeune Afrique, ait situé sa naissance le 27 novembre 1941. C'est à Likasi qu'il a vu le jour, dans le Haut-Katanga. S'il est certain qu'il a accompli ses études secondaires à l'Institut Saint-Boniface de Lubumbashi, Elisabethville à l'époque, ses études universitaires à l'étranger sont controversées. Ce flou a été entretenu par Kabila lui-même. Ses premières luttes remontent au début des années 1960, durant la crise congolaise qui accompagne et suit l'accès à l'indépendance du Congo belge. De 1967 à 1985, Laurent Désiré Kabila suit un double parcours. Il est à la fois le chef révolutionnaire incontesté d'un maquis peu entendu situé aux alentours de Ewabora, dans le montagne de l'extrême sud du Kivu, mais aussi un commerçant qui tire de substantiels bénéfices du trafic d'or et d'ivoire dont il détient le monopole dans son maquis. Après l'effondrement de celui-ci en 1985, on perd la trace de Kabila. Selon certaines sources, il aurait été dans l'entourage de notre rebelle John Garang, chef du plus important maquis soudanais. On l'aperçoit aussi à Kampala, en Ouganda, où il entretient des liens amicaux avec le président Yoweri Museveni. L'homme qui, depuis les années 60, était contre le régime Mobutu est parvenu finalement à renverser le maréchal affaibli par la maladie en 1997, avec l'appui de l'AFDEL, Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Proclamé président, Laurent Désiré Kabila efface toute référence au Zaïre. Le pays retrouve son nom d'origine, le fleuve est à nouveau rebaptisé Congo, le franc congolais se substitue au nouveau Zaïre, l'hymne national est également changé. Mouzé, le sage en Swahili, sera assassiné dans des circonstances troubles le 16 janvier 2001. Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 au Sankuru. Marié à Pauline Opanga, Lumumba a vu sa progéniture être composée de Michel Lumumba, François Lumumba, Guy Patrice du même nom, Julien et Roland Lumumba. Chrétien catholique, Patrice Emery Lumumba a fréquenté l'école catholique des missionnaires, mais aussi une école protestante tenue par les Suédois. L'homme est autodidacte et va travailler dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945. Comme journaliste à Léopoldville, actuelle Kinshasa, et Stanleyville, Kisangani.
À la société minière, Patrice Emery Lumumba découvre que les matières premières de la République démocratique du Congo jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales ne font rien pour mêler des cadres congolais à la gestion de ces richesses. En 1958, il crée son parti politique, le Mouvement national congolais, MNC. En cette même année, le président du Mouvement national congolais s'est rendu à Accra, où il a participé à la conférence de peuples africains qui constitue pour lui un tournant politique essentiel. Patrice Lumumba y rencontre Franck Fanon, Kwame Nkrumah et Félix Roland Mounier, les personnages qui militaient contre le tribalisme et favorisaient l'esprit nationaliste. De retour au Congo, il organise une réunion pour rendre compte de cette conférence et il y revendique l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. En 1959, la répression s'abat sur le mouvement nationaliste. En janvier, l'interdiction des rassemblements de l'Abaco fait officiellement 42 morts selon les autorités coloniales, mais plusieurs centaines de morts selon certaines estimations. En octobre, lors du congrès du MNC à Stanleyville, des gendarmes tirent sur la foule, faisant 30 morts et des centaines de blessés. Après plusieurs péripéties, le gouvernement belge se trouve confronté à un front uni de représentants congolais et à la surprise de ceux-ci, accorde immédiatement et dans la plus totale improvisation au Congo l'indépendance qui est fixée au 30 juin 1960. Des élections générales, le première dans l'histoire du Congo, encore belge, ont lieu en mai 1960 que remporte largement le mouvement national congolais de Patrice Emery Lumumba. Joseph Kasavubu, dans son souci d'unité nationale, est nommé président de la République et avalise aussitôt la nomination de Lumumba comme Premier ministre. Il est mort le 17 janvier 1961. L'implication belge dans la chute, puis la mort de l'ancien Premier ministre est forte. Mais pour la commission d'enquête, la décision de tuer Lumumba vient de façon directe de Moïse Tshombe et de son gouvernement du Katanga. Le général Mobutu Sese Seko consacre ainsi Patrice Emery Lumumba héros national en 1966. Le 17 janvier, jour de sa mort, est férié en République démocratique du Congo. Presse Epenge, nous avons suivi le portrait de nos deux héros nationaux, mais beaucoup de questions, beaucoup des internautes m'ont carrément dit de vous poser ces questions. Mzee Laurent Désiré Kabila est connu comme étant le tombeur de Mobutu en 1997 et beaucoup disent d'ailleurs, nous avons suivi dans les réseaux, dans les salons politiques, que c'est lui qui a ramené les Rwandais en République démocratique du Congo avec son AFDEL qu'il a lui-même qualifié après quelques mois de conglomérat d'aventuriers. Est-ce que c'est lui qui a vraiment ramené ces troupes rwandaises ici en RDC, Presse Epenge? Bien sûr que Mzee, dans sa quête et la recherche de soutien pour la libération de notre pays, avait à un moment donné fait recours aux troupes étrangères pour l'aider à sortir le Congo du gouffre. Et je pense que ce n'est pas une première dans l'histoire. On a vu De Gaulle aller en Angleterre, solliciter l'aide des Anglais pour libérer la France occupée par l'Allemagne. L'appel du 14 juin, si je ne me trompe, ou du 4 juin exactement. Et aussitôt, 44. La France est libérée à 1945. Et De Gaulle, comme français, avait dit, voilà, merci aux Alliés. Maintenant, la France appartient aux Français. Comme il avait mortalisé cela par sa célébrissime phrase, Paris humilié, Paris souillé, Paris libéré. Et Mzee avait fait de même. Et je ne pense pas qu'on puisse condamner Mzee le fait d'avoir eu recours aux troupes étrangères parce que la situation interne n'était pas non plus bonne pour ses compatriotes. Mobutu avait complètement détruit l'économie. L'armée n'était pas non plus bien organisée vers la fin de son régime. Et la population appelait de tous ses vœux à la libération et au départ de Mobutu.
Nous qui combattions Mobutu de l'intérieur, nous l'avions suffisamment épuisé, rongé, politiquement parlant, mais les lions étaient encore là. Et donc, Mosé avait fait recours à ces troupes étrangères. Quant à la suite des événements, ça, c'était notre débat. Mais ce qui est vrai, c'est que Mosé est à la fois une opportunité, mais aussi une parenthèse malheureuse pour l'histoire de notre pays. Dans la mesure où, oui, nous avions besoin du changement et du départ de Mobutu. Je me rappelle... Tous les moyens étaient bons donc pour faire partir Mobutu. À un moment donné, compte tenu du contexte de l'époque, nous pouvons dire qu'il faut reconnaître qu'il est très difficile de juger les événements d'hier avec les réalités d'aujourd'hui. Dans les contextes de 97 et même 96, nous avions besoin de quelqu'un. En tout cas, on pouvait même faire, comme disait Mobutu, une alliance avec les diables pourvu qu'on arrivait à les chasser. Et donc, Mosé, à un moment donné, avait fait recours au Rwandais. Maintenant, par après, les Rwandais ont cru que Mosé était aussi naïf. Un pantin, comme les Rwandais voulaient faire de lui un pantin, comme Kabila. Ils l'ont dit dans certains documentaires, nous avons suivi, ce mot a été prononcé donc, par ils certains... pensaient que Mosé allait être... certaines autorités rwandaises. Ils allaient utiliser Mosé comme une girouette, mais ils se sont rendus compte que Mosé était foncièrement un nationaliste, un patriote, et que pour Mosé, c'était, on l'a mené à Kinshasa, il libérait le pays, on remerciait les Rwandais, et puis il connaissait pas vraiment, ils ne connaissaient pas leur agenda caché, l'agenda caché de ceux qui l'ont aidé. Je ne saurais pas le dire avec exactitude. Ce que je sais, c'est que naturellement, il vous arrive, vous aussi, à demander à votre voisine ou à votre voisin de l'aide. Mais si ce dernier pense qu'il peut profiter de cette main tendue pour vous exploiter plus, eh bien ça, c'est à vous maintenant de savoir. En fait, c'est la suite des événements. Comment Mosé a géré ceci. Malheureusement, je l'ai dit, d'un autre côté, c'est une parenthèse malheureuse parce qu'aussitôt arrivé, Mosé a été très mal entouré. Il relègue Tshisekedi au village natal. Il interdit le fonctionnement régulier des partis politiques. C'est une posture propre aux putschistes. Mais le 2 août, aujourd'hui, peut-être, on dit que les propos de Mzee aujourd'hui rejoignent le propos de M. Fayoulou. On va en parler tout à l'heure. Cette guerre envers le Rwanda, Mzee l'avait déclaré presque officiellement à partir du 2 août 1998, si je ne me trompe pas. Donc, Mzee a carrément dit la guerre doit revenir d'où elle est venue. Donc, comme ça a été clair, on a presque fait la guerre aux pays voisins. Effectivement, madame. C'était pas caché. Hein. Effectivement, je pense, comme on l'a dit, je ne saurais pas être beaucoup plus exhaustif à ce sujet, mais il y a des experts qui ont dit que tout a commencé aux années 94, quand on a obligé Mobutu à ouvrir ses frontières. Et il y a une interview de Kengo qui dit qu'à l'époque, il était contre. Il était contre le Premier ministre à l'époque. Mais Mobutu lui a dit, écoutez, il subit beaucoup de pression, il faut ouvrir les frontières. Mais les Rwandais sont arrivés avec armes et munitions, femmes et maris. Et ils ont amené les troupes de bétail et tout ça, veaux et vaches. Donc, voilà. Dans ce contexte-là, en 94, 95, 96, Mosé pouvait imaginer ce que les Rwandais voulaient depuis ce temps. N'oubliez pas Sarkozy, lors de sa visite ici, Sarkozy a lâché une phrase. Peut-être que les Congolais oublient vite, comme a dit Vital Kamere, les Congolais oublient vite. Vous pouvez tout faire, c'est aux Congolais, demain ils vont vous acclamer. Et le président français, Sarkozy, avait dit que les Rwandais étaient un petit pays dynamique. Et qu'à un moment donné, pourquoi ne pas envisager la cogestion des richesses avec ces petits pays dynamiques. Mais là, les Congolais parlent de l'actualité. Ils ont oublié le passé récent. Donc, je crois que Mosé pouvait tirer les conséquences de l'histoire ancienne, comme récente avec le Rwanda, pour se dire, est-ce que ces gens, il faut arriver avec moi à Kinshasa? Est-ce qu'ils n'allaient pas tourner les vestes? Donc, malheureusement. Mais la gestion après l'arrivée à Kinshasa, c'est là où s'est posé un sérieux problème. Nous qui avions combattu Mobutu à l'interne, il aurait pu s'entourer de ses frères, comme Papa Etienne Tshisekedi qui lui avait dit, donnons à ces gens-là la facture de guerre, ce qu'ils veulent. Mais lui-même nous a dénoncé. Aussitôt arrivé à Kinshasa, les Bizima Karara, les rois Kanyingiring, parce qu'il y a beaucoup de R qui sont arrivés avec Mosé, tous ces gens-là ont commencé à voler les véhicules de Mobutu, ont pillé la résidence de Mobutu, qui aurait pu aujourd'hui servir de musée. Parce que
c'est que Mobutu a laissé là aurait pu être un endroit où on allait envoyer nos enfants visiter. pour observer, visiter tout ça et faire du tourisme également là-bas. Donc ils ont pillé des voitures, ils ont pris des maisons et tout et ils exportaient tout vers le Rwanda. Vous vous êtes rendu compte vite que ces gens-là venaient pour piller Et non pour... non pour l'aider réellement à libérer la patrie. Le premier discours de Lumumba en 60, beaucoup disent que ce discours a été l'acte qui a vraiment signé son décès, sa mort, hein, avec cette phrase clé, l'indépendance du Congo, de la République démocratique du Congo, n'est pas un cadeau de la Belgique. Est-ce que pour vous, avec le recul du temps, 60 années plus tard, est-ce que pour vous, Lumumba a commis cette erreur politique, comme on dit aujourd'hui à Martin Fayulu, d'avoir commis une bourde politique? Est-ce que Lumumba n'a pas commis une bourde politique en prononçant ce discours en 1960 devant le roi Baudouin? Je ne vais pas être anachronique, mais je pense que les discours de Lumumba à 60 est le discours fondateur de la conscience nationale, de la fierté que nous ressentons aujourd'hui d'être Congolais. Lumumba n'a fait que résumer la douleur ressentie par nos compatriotes depuis Kimpavita, Kimbangu et lui-même ainsi que ses compagnons. Prince Epenge, j'ai eu la chance d'organiser une conférence, je crois en 2001, à Linikin, au restaurant Pop de Linikin, avec Kalonji Tungamulopwe. À son retour de Luxembourg, nous pensions que Kalonji Tungamulopwe, qui était un ami de Lumumba et compagnon de l'île de Lumumba, par après ils se sont séparés. Il avait créé ce MLC Kalonji. Il a été au Kassai, après on l'avait presque exporté chez nous là-bas vers les Sankourou. C'est lui qui a proclamé l'indépendance du Sud Kasaï, oui. Je crois au mois d'août 60. Et Kalonji nous a expliqué la sécession de Sud Kasaï. Donc la première sécession Sud Katanga, deuxième sécession Sud Kasaï, Kalonji Touamolopwe. Il est rentré de Luxembourg en 2011, très malade. Et Chaloupa était à ses côtés, un grand ami à Chaloupa. Ils avaient fondé une première société à 69 avec Chaloupa, Pierre-Jacques Chaloupa. Chaloupa était encore trop jeune. Et donc, il m'a expliqué qu'en fait, même s'il s'est séparé avec Lumumba, il fallait ces discours-là. Rappeler à la jeunesse congolaise présente et celle que nous incarnons aujourd'hui. C'était les lieux. Est-ce que c'était vraiment les lieux? C'était les lieux. C'était les lieux. Contrairement aux éloges de Kasavubu, c'était deux discours. C'était une façon d'endormir les gens. C'est comme aujourd'hui, on a vu, vous savez, l'histoire se répète. On a vu Papa Cardinal Mosengo dire le pouvoir de Félix est un pouvoir ici du péché. Combattez, défendez la vérité. On n'aide pas la vérité. La vérité s'impose d'elle-même. On ne facilite pas la vérité, quoi que ce soit. Laissons la vérité, elle va triompher. Aujourd'hui, tout le monde nous rejoint. Tout le monde est en train de dire Fayulu a raison, il faut accompagner Fayulu, il faut l'aider à faire triompher la vérité. C'est comme en 60. Les éloges de Kasavubu n'allaient pas aider la patrie. Ça allait maquiller la vérité. La triste vérité, c'est qu'il y a eu des mains coupées. Il y a eu des Congolais, des centaines, voire des milliers de Congolais. Lisez les livres d'histoire qui ont été sacrifiés par le régime léopoldien. Et donc, dire que c'est grâce à la générosité des Belges, grâce à la génie ou au génie du roi que nous étions libérés, il n'y avait pas plus fort que cela. Donc, Lumumba s'est dévé de remettre le point sur les i. Et c'est grâce à ces discours que nous pouvons dire on est Congolais. C'est grâce à ces discours que nous pouvons dire qu'on est fiers de ce qu'on a été. Maintenant, on peut dire qu'il y a eu un passé glorieux. Par contre, si Lumumba avait laissé les discours de Kasavubu rester à l'état, induire le Congo à derrière, ça aurait pu être catastrophique. Vous savez, l'identification est une pente naturelle. Il y a des jeunes Français qui s'identifient à De Gaulle parce qu'ils connaissent l'histoire, ce qu'a été De Gaulle. Nous, aujourd'hui, on s'identifie à Lumumba parce que nous connaissons ce qu'a été l'histoire de Lumumba et son combat. Donc, sinon, on aurait pu rester sur le fait que voilà, c'est grâce à Léopold II qu'on a été libéré, alors que c'est à cause de Léopold II que nos aïeux ont été sacrifiés. Une poussière de secondes, beaucoup de gens se posent cette question. Est-ce que Lumumba était communiste, Prince Epenge? Il ne l'était pas.
Mais on nous a fait il y a des comprendre qu'il réponses. était communiste. Il y a des réponses. Lumumba lui-même dans ses ouvrages. J'ai eu la chance également de côtoyer un des professeurs de Louvain qui a été dans la commission d'enquête sur la mort de Lumumba. Lumumba n'était pas communiste. Lumumba lui-même avait laissé, vous savez, je ne sais pas si Papa Tshisekedi a laissé des écrits. C'est là encore une faute ou une erreur grave dans les chefs de politique que nous sommes et nos aînés. Très peu ont laissé les écrits. Et très peu ont laissé les écrits. Lumumba n'était pas communiste, il avait dit, il avait écrit. Lumumba s'est dévié de sillonner toutes les capitales du monde pour chercher la solution pour la crise qui secouait les Congo. Donc, il avait visité certains pays communistes, mais aller dans les pays communistes ne fait pas de vous communiste, pas du tout. Nous prenons le deuxième élément, mesdames et messieurs, c'est la marche de la Mouka de cette semaine. Beaucoup disent que c'était une marche avortée, d'autres disent c'est un demi-succès, et tout ça, d'autres disent qu'il y a eu une forte répression de cette marche, que le système continue, pourquoi on interdit toujours les marches de l'opposition, et tout ça, mais... on sait qu'on a déposé, je vais poser cette question après Sepengé, que la lettre d'information a été déposée, que l'autorité urbaine avait dit non et que la Mouka a bravé cette interdiction. Est-ce que ce ne sont pas aussi de hors-la-loi par rapport à cela? Et la marche des enfants des militaires, vous le savez, cette semaine aussi, les enfants et les femmes des militaires et policiers sont allés, en tout cas, devant la cité de l'Union africaine pour déposer leur mémorandum au chef de l'État par rapport à leur situation sociale qui est très précaire selon les enfants des militaires et les femmes des militaires et policiers de la République démocratique du Congo. Et évidemment, les propos de Martin Fayulu qui alimentent jusqu'à aujourd'hui encore, en tout cas, les débats en République démocratique du Congo. Est-ce que c'était une bourde politique? Est-ce que les propos de Martin Fayulu dépassent-ils l'entendement? Cela n'est pas contre-productif selon une certaine opinion. Plus de détails dans ce deuxième condensé. La marche est partie de Kintambo Magasin. Enfants, femmes et veuves militaires ont pris la direction de la cité de Loya. Brandy ou rameau à la main, ces groupes de manifestants chantaient à tue-tête. À la cité de Loya, les ardeurs des uns et des autres seront calmées par des hommes en uniforme, mais les manifestants vont continuer à donner de la voix. Christella Kiakuba, coordonnatrice principale de l'ASBEL Téléma Mwana Yamapinga, explique. Le statut des militaires, les statuts des personnes de carrière de la police reconnaît des avantages aux dépendants des militaires et des policiers. Nous sommes venus aujourd'hui, nos mamans veuves, les orphelins, nos mamans, les femmes des militaires et les enfants des militaires, nous sommes là aujourd'hui. Nous ne voulons plus d'intermédiaires. Nous sommes venus nous-mêmes chez le président Fachi Béton. Nous l'avons voté. Nous ne sommes pas justifiables devant les cours des tribunaux militaires. Nous sommes des citoyens comme tout autre citoyens congolais. Nous sommes venus de la même façon. Les autres viennent ici. Nous sommes venus. Les enfants de ces messieurs qui lui gardent. Les enfants de ces messieurs qui tombent chaque jour à Beni et ailleurs. Les enfants de ces messieurs qui sont morts à l'UNIKIL. Nous sommes venus aujourd'hui pour dire non aux inégalités sociales. L'écho de la manifestation du jour est tombé dans les oreilles du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi a promis de le recevoir dans le prochain jour. Christella Kiakuba et autres manifestants ont déjà préparé le mémo à donner à Fachi. Bandeau blanc autour de la tête, Martin Fayulu, les coordonnateurs de la Mouka, Adolphe Mouzito et plusieurs cadres de la plateforme s'apprêtaient à débuter leur marche. Mais avant, ils ont pris part à la messe dédiée aux victimes des bénis dans la paroisse Sainte-Famille Angili. Pendant ces temps, les manifestants s'est rassemblés déjà à Pascal dans la commune de Massina pour la marche ayant pour point de chute la place de l'échangeur à Lumete. Ainsi, ils ont bravé l'interdiction du gouverneur Gentini Ngobila. Malgré la pression de la police, les manifestants se disent être prêts à protester contre la balkanisation de la RDC. Les chefs de la police de Kinshasa avaient prévenu que ces agents vont faire appliquer la décision de l'autorité urbaine.
Silvano Kasongo avait promis de disperser tout attroupement non justifié de plus de 10 personnes. Il a indiqué par la suite que cette date du 17 janvier commémore la mort du héros national Patrice Emery Lumumba. Par conséquent, la police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser une cinquantaine de sympathisants de Martin Fayulu. Présent à cette marche, le président de l'ECD a été ramené de force par les agents de l'ordre dans sa résidence de Faden House. L'honorable Martin Fayulu confond la notion de la balkanisation à la décentralisation. La balkanisation dont tout le monde essaie de parler aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Pendant le régime Kabila, on a beaucoup déjà dénoncé ces faits que notre pays courait ces risques. Mais il ne faut pas seulement lier le régime Kabila à la balkanisation. Déjà Lumumba, l'un des pères de l'indépendance à son temps, vous allez vous rappeler de ses célèbres discours, il parlait de balkanisation, c'est de cela qu'il s'agissait. Donc c'est une menace qui court notre pays depuis tous ces temps. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de ne pas nous plaindre sur les intentions, mais c'est de dissuader tous ceux qui pensent que notre pays va être balkanisé. Jamais ce pays va être balkanisé. Ce que nous devons faire, c'est de mettre en exergue les efforts que fournissent nos forces armées aujourd'hui et les différentes victoires sur le terrain. L'honorable Martin Fayulu, lorsqu'il cite Excellence Robert Roy, est toujours ministre de la décentralisation pour exécuter les plans de balkanisation, c'est faux et archi faux. D'abord, Robert Roy est le premier à occuper ces portefeuilles de la décentralisation. Mboussa Salomon Banamouere a été ministre de la décentralisation. L'actuel coordonnateur de la MUCA, qui est Adolphe Muzito, a été Premier ministre pendant 4 ans dans ces pays. Il y avait des tueries à l'Est tous les jours. J'ai pu me demander si Muzito aussi est dans le plan de balkanisation. Donc au jour d'aujourd'hui, le pays a besoin d'un discours cohérent qui apporte la paix. Il n'y a pas longtemps, ils venaient de choisir une autre date, toujours une date du type officiel, je crois, c'était le 30 juin. Non, nous demandons, l'état des droits, c'est aussi ça. Il doit servir d'exemple. J'ai suivi l'un de ses porte-paroles qui disait, ils vont partir de Tchangou jusqu'au niveau du monument Lumumba. Mais qui ignore dans ces pays que chaque 17, nous honorons la mémoire de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce qui va se passer ces jours-là? Les gens qui vont marcher et les officiels qui seront là? Non. Alors non, les amis qui organisent cette marche peuvent choisir une autre date. Presse Epenge, nous avons suivi ce compatriote et beaucoup de nos compatriotes aussi se disent pourquoi choisir cette date du 17 janvier. Vous savez très bien que cette date est liée au grand héros national Patrice Emery Lumumba. Et vous avez choisi ce tronçon de la Tchangou jusqu'à l'échangeur où vous savez très bien qu'il y a des officiels allaient venir, que la population allait venir pour rendre hommage à Patrice Emery Lumumba. Est-ce que vous ne sabotez pas aussi ce héros national? D'ailleurs, beaucoup de gens, dont une amie Christelle Okenda, qui a dit qu'elle regrette d'avoir voté Martin Fayulu parce qu'il a choisi de saboter Patrice Emery Lumumba. Madame, personne n'a jamais honoré la mémoire de Lumumba de la manière dont le président élu Martin Fayulu venait de le faire. Mais bien avant d'aborder votre question, je voudrais, c'est pas s'il faut que je me plaigne à la rédaction de Congo Web. Les images que vous avez balancées là, j'ai cru comprendre que ce sont des images assez anciennes et quelques photos prises ça et là sur Internet. Les vraies images de la marche du 17 contre la balkanisation existent. Vos confrères et consoeurs de TV5 Monde et France 24 les ont balancés. Il y a eu plus de 20 000 personnes qui ont bravé l'interdiction de M. Ngobila, qui est un bon candidat à la CPI apparemment, et qui voudrait être un bon candidat à la CPI. Les vraies images existent. Il y a eu des centaines et des centaines de gens les dimanches, plutôt les vendredis, à la Tchangou, ont bravé la paix. Les policiers ont commencé à tirer des gaz de Djili jusqu'à Faden House, à 10 mètres de l'hôtel Pullman. Les clients de l'hôtel Pullman peuvent en témoigner. Donc là, je vois les images et j'entends même les commentateurs où le commentateur dit que voilà, il y a eu, je ne sais pas si c'est combat, 500 personnes, je ne sais pas si c'est 200 personnes, non.
Près de 20 000 personnes ont marché, ont bravé l'interdiction. Pourquoi cette date? Donc, cherchez les images de vos confrères de TV5 Monde et de France 24. Pourquoi avoir choisi pourtant, vous êtes à Kinshasa, mais je ne sais pas comment est-ce que vous êtes allé déterrer, c'est pas ces images dessous. Mais je vais entrer dans le fond de votre question. Nous avons choisi le 17 parce que Lumumba est mort pour le peuple. Lumumba est mort parce qu'il était en train de rechercher l'unité du pays. Ceux qui qualifient Lumumba de communiste, parce que Lumumba était en Russie. Je rappelle également, De Gaulle était parti en Chine visiter Mao. De Gaulle n'était pas qualifié de communiste. Et pourtant, Lumumba était dans plusieurs pays pour chercher l'unité du Congo. J'ai vu un homme MC là qui est en train de commenter, avec une belle cravate comme d'habitude. Les Congolais pensent qu'ils ont une très belle cravate avec des lunettes vie claire. Ils se font intellectuels et ils se permettent de tout. Et c'est comme disait Franck Fano, pour nous à masque blanc, on se comporte ainsi. Et on n'est ni blanc ni noir, mais on est qui? On plane idéologiquement comme des cerfs-volants au-dessus de l'océan. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais il ne sait pas qu'en réalité, Lumumba a été tué par le gouvernement. Ce n'est pas au gouvernement de rendre hommage à Lumumba. C'est au peuple de rendre hommage à Lumumba. Et Lumumba, depuis sa mort, n'a jamais reçu l'hommage populaire. Je l'ai dit, je le répète, je suis un jeune lumubiste idéologique, c'est pas je suis tété là. Lumumba n'a jamais reçu un hommage populaire. Et c'est une première dans l'histoire du Congo. Qui est à Kinshasa, au Kasaï, à l'Équateur, province orientale, et Nord Kivu, Sud Kivu, Bandunouba, Congo. Je ne parle pas des provinces 27 que Kabila a moncelé, a saucissonné pour fragiliser l'État, le Congo. Je parle des 11 provinces héritées de la période de Mobutu. Si les 11 provinces, les grandes provinces, je crois, si les 11, 9, dans les 9 provinces, il y a eu des activités. Et avec comme totem la photo de Lumumba. C'est une première. Et même beaucoup d'enfants ont eu l'inspiration de connaître un peu plus Lumumba grâce à cette marche. Et donc, il faut féliciter le président Élie Martin Fayulu, il faut féliciter le coordonnateur de la MUCA, Adolphe Muzito, pour avoir eu cette initiative. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans une chaîne YouTube de Kobalia Ngando, où le fils de Lumumba est passé également, où les enfants de Lumumba ont appuyé l'initiative de Martin Fayulu en disant, depuis que Lumumba est mort, vous avez vu un énergumène belge plutôt, excusez-moi, brandir les dents de Lumumba en Belgique pour dire que voilà, et on avait tué Lumumba. Il a gardé comme souvenir. Et ces dents restent en Belgique. Mais où est le gouvernement pour récupérer ces dents? Et ce même gouvernement va amener des jobs de fleurs comme pour suyer la mémoire de Lumumba. Nous, on a dit non. L'ensemble du peuple pour lequel Lumumba a été assassiné. Les gens disent que Lumumba a été tué. Lumumba n'a pas été tué. Lumumba a été assassiné. Et l'ensemble de ce peuple-là a rendu hommage. Pourquoi toujours la Tchango? Pourquoi toujours la Tchango? Pourquoi choisir toujours? Parce que c'est le bastion de Fayulu, quoi. Non, mais madame... c'est au moins la deuxième ou la troisième fois que ces marches commencent toujours à la Tchango. Je ne sais pas, beaucoup de journalistes s'intéressent à cette question. Mais oui, on se pose la question, parce qu'on peut commencer ailleurs, au moins bas. Mais ça, c'est symbolique. C'est symbolique pour vous? C'est le bastion de Martin Fayulu? Pour diriger le Congo, il faut commencer d'abord par diriger la Tchango. Papa Tshisekedi, vous êtes quinoise, madame. Et souvenez-vous, dans cette ville ici, depuis une trentaine d'années, on ne bat pas l'UDPS à la Tchango. Martin Fayulu est le premier dirigeant politique qui a bâti à plate couture l'UDPS à la Tchango. Félix Tshisekedi est allé prendre sa carte d'électeur où? À la Tchango. Mais à la Tchango, il a été bâti comme si la division à laquelle il concourait était une division trop supérieure à ce qu'il possédait comme capacité. Et donc, la Tchango, c'est le cœur de Kinshasa. Il faut avoir la Tchango. Et la Tchango, c'est un peu comme le cœur aussi du Congo. Papa Tshisekedi, pour combattre Mobutu, c'est reposer sur la Tchango. Mouzé Kabila, pour résister aux assauts des Rwandais, c'est reposer sur la Tchango. Et donc, naturellement, la Tchango est le cœur de tous ceux qui ont dirigé le Congo et qui vont diriger le Congo demain. Mais aussi, et je voudrais rappeler qu'au départ, nous avions pas moins de 3 itinéraires. Mais pour ne pas donner raison aux fossoyeurs de la République de dire, voilà, ils ont mis 3 itinéraires, on n'a pas assez de policiers, on a dit ça va. On se remet à la Tchango et en ce moment-là, et aussi comme c'est une journée fériée, on pourra dire, bon, les artères des boulevards Lumumba sont dégagés, on va nous laisser. Mais malgré cela, Ngobila a voulu jouer les jeux de Kagame. Du reste, on a eu des informations vraies, des informations vérifiables,
que l'ordre serait venu de Kigali, où M. Kagame a dit à Félix et Kabila, cette marche est contre le Rwanda. Comment pouvez-vous penser, madame, que toute marche organisée contre la balkanisation serait une marche organisée contre le Rwanda? Et vous savez, la plus grande prouesse des Rwandais ou de Kagame, c'est de faire croire aux Congolais que la balkanisation n'existait pas, que les dangers, la menace de la balkanisation est passée. Est-ce que Martin Fayulu n'est pas en train de surfer sur ça? Parce que le monsieur que nous avons suivi tout à l'heure a dit que la balkanisation, que Martin Fayulu ou Adolphe Muzitu ne confondent pas la balkanisation et la décentralisation. Et d'ailleurs, ce poste ou les propos de Martin Fayulu en disant que Roubero a toujours eu ce poste de ministre chargé de la décentralisation, c'est pour un objectif bien précis. Est-ce que c'est pas créer un mythe, créer quelque chose dans la tête ou dans le cœur de Congolais, cette peur instinctive chaque fois du Rwanda? Est-ce que vraiment cette balkanisation existe? Madame. Est-ce qu'il y a des preuves palpables? Avez-vous de preuves palpables que cette balkanisation est en train de se faire ou quoi? Parce que là, on en parle. Muzitu, en étant Premier ministre, n'a jamais fait allusion à ça. Martin Fayulu n'a jamais fait allusion à ça. C'est seulement ces derniers temps que le mot balkanisation revient à la mode. Mais parlons-en un peu, madame de Muzitu. Muzitu a été Premier ministre. Pendant 4 ans, on a dit. Je l'admets. Et les gens disent, oui, mais il aurait pu déclarer la guerre. La guerre au Rwanda. Mais en vertu de quelle constitution, Muzitu, un Premier ministre, il irait déclarer la guerre à la place du président? Qui déclare la guerre? C'est le chef de l'État. C'est le chef d'État qui déclare la guerre. C'est le Premier ministre de déclarer la guerre. Et en plus, madame, vous savez qu'en 60, quand le mot parle de la balkanisation, fondamentalement, il parlait de des sécessions, notamment la sécession du Katanga et du Sud Kasaï. Du Katanga et du Sud Kasaï. Mais si le plan général, si on prend en considère la balkanisation sous angle beaucoup plus global, c'est les démembrements. Mais dès le moment où le Kasaï allait partir, le Sud Kasaï allait partir, le Katanga allait partir, c'est aussi une notion, là, on peut parler de la balkanisation. Mais c'est un peu comme une maladie, madame. Ça commence par une petite fièvre. Mais si vous ne vous soignez pas, ça finit par vous emporter. C'est de la même manière. C'est pas parce que le monde va commencer à parler depuis 60 qu'aujourd'hui, cette menace-là n'est pas devenue aiguë. La menace, elle est là. Quand vous entendez le porte-parole de FRDC à l'Est vous dire que la menace est a pris une dimension dangereuse. Si vous ne croyez pas aux paroles, c'est le repeuplement des terres, si vous ne parlez pas aux paroles du porte-parole de FRDC, alors entendez la parole de Jésus-Christ lui-même, le jour où il viendra. Mais à ce moment-là, ça va être tard. Papa Fridolin Mbongo vient de là. Lui est allé beaucoup plus loin. Il a dit que nous sommes en guerre. Mais si le Congo est en guerre, les terres sont en train d'être peuplées. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et le président Martin Fayulu est le premier, plutôt le président Adolphe Muzitu est le premier qui a ouvert la balle. Et puis, ils sont partis. Le président Martin Fayulu, contrairement aux autres leaders, il ne s'est pas contenté de faire une déclaration après de Kinshasa. Il est allé, il a vu et le moment de Beni, il a visité les ONG, il a visité les Mwami, il a visité les Mwalimo. On a dit, le président Martin Fayulu, une fois Kinshasa fait quelque chose. Ici, la logique, elle est simple. On nous tue, il ne s'arrête pas là. On nous démembre pour frapper l'imaginaire collectif. Quand vous voyez votre maman tuée, démembrée, violée, tout ça, vous devez partir. Qu'est-ce que l'enfant va dire? On a fait ça à ma maman. Il pouvait se défendre. Et moi alors, elle prend les restes des installations de la maison. L'enfant s'enfuit vers la ville. Ou la forêt, les villages sont vidés, les localités sont vidées. Et les soldats rwandais qui entrent suite aux accords signés entre Félix et Kagame viennent avec des tenues militaires comme le Rwandais. Une fois au Congo, ils se séparent de leurs tenues militaires, deviennent des civils. Ils occupent ces entités. Quelques temps après, ils vont dire nous sommes des minorités ethniques. Nous allons demander l'autodétermination. Nous allons nous autodéterminer. C'est ça l'objectif final. Et après, c'est comme ça. Ça se passe. Nous connaissons les modes opératoires. Donc, nous le savons très bien. C'est comme une maladie, la balkanisation. Ça commence à vous ronger. Allez à l'hôpital. Si vous n'allez pas à l'hôpital, vous allez crever. C'est comme ça que le président Martin Fayulu a dit, nos frères et sœurs de qui vont dire, président élu, une fois qu'il a fait quelque chose. Pourquoi il a convoqué cette grande marche? À la fois dire non à la balkanisation, dire non aux tueries
au viol, mais aussi rendre hommage à celui qui n'a jamais Dernière question, la télé Lumumba. Comment se porte Martin Fayulu? Parce que nous avons ouï dire qu'il a été embarqué et reconduit jusqu'à sa maison à Fadenaude, sa résidence à Fadenaude. Comment se porte Martin Fayulu et Adolphe Muzito et même Lexus Légal? Nous avons appris que certains cadres ont été arrêtés. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Oui, on a eu pas moins de 67 personnes arrêtées. Et du côté de l'Est du pays, jusqu'à hier, à 16h, les magistrats du côté de Bukavu étaient en train encore d'auditionner certains des cadres de la Mouka. Le président élu Martin Fayulu, excusez-moi, est en train de suivre ces cas de nos compatriotes arrêtés de près. Plus de 67 personnes arrêtées. On a libéré presque tout le monde. Il restait encore 5 personnes du côté de l'Est, dont certains communicateurs de la Mouka, Maître Nico Maingele, qui a été tabassé, secrétaire national de l'ICD, cadre de la Mouka, aussi communicateur de la Mouka, Lexus Légal Ndende de son nom propre, a été arrêté et là encore tabassé sérieusement. Je crois que nous allons voir l'opportunité de déposer des plaintes contre M. Jantiningo Bila ainsi que contre M. Kassongo pour ces agressions. Pour coups et blessures, selon vous? Pour coups et blessures. Et je ne sais pas, la question que je voudrais poser à M. Kassongo, dans quelle école où on apprend à nos policiers comment voler aussi rapidement et comment tabasser aussi violemment? Une police comme celle-là ne mérite pas notre respect. Attention, il y a certains policiers qui sont respectueux. J'ai vu des policiers voler 4 motos, ravir 4 motos, en pleine ville, ici à Faden House. Ni c'était l'intervention d'un de les capitaines et du président Eli qui les a poursuivis. Vous avez les images ici avec votre confrère de Bosso, la politique, qui a filmé les policiers dérober les motos pour aller les cacher du côté de Gant Hotel. C'est très grave de la part d'un policier. Quelqu'un qui porte la tenue, payée par les impôts des Congolais. Qui est en train de le président Martin Fayulu se porte bien. Le président Martin Fayulu se porte bien. On l'appelle le commandant du peuple. Vous avez vu les images qui ont fait froid au dos, où on voit Martin Fayulu avec 3 de ses gardes, main à l'air, et plus de 20 policiers braqués des armes, des AK-47, des Kalachnikov. Si Martin Fayulu, des armes du reste rouillées. Et on a dit, mais c'est pas possible. C'est lui qui a reçu plus de 60% des voix de ce peuple-là qui a tant besoin de changement. Nous disons, madame, pour chuter, nous allons continuer la lutte. Nous avions décrété cette année, l'année de la libération. Bientôt, nous irons dans toute la province de l'Équateur. Nous irons au Maniema, nous irons partout. Nous disons, nous ne combattons pas Félix, parce que Félix n'a absolument rien. La violence que vous avez vue les jours de la marche, le 17, symbolise le fait que Félix ne détient absolument rien. Kabila détient l'essentiel du pouvoir. Voilà pourquoi nous disons c'est Kabila que nous combattons. Les jours où on aura libéré le pays, Kabila partira et nous aurons libéré également Félix Tshisekedi de ses pièges. Ok. Nous allons parler d'autre chose, mesdames et messieurs, la coupure d'Internet qui est, en tout cas, on s'est rendu compte de cette coupure cette semaine, vers 8h, 8h20 du matin, le jeudi, Internet a coupé. Beaucoup de choses se sont dites par rapport à cette coupure, c'est une coupure politique et tout ça, mais la RPTC nous a tranquillisés, il a dit c'est un problème international et d'ailleurs la panne, comme vous le savez, a été situé vers le Cameroun. Donc, la situation est en train de se rétablir petit à petit. Mais beaucoup de questionnements par rapport à cela. Comment un si grand pays comme la RDC ne peut n'avoir qu'un seul corridor pour l'Internet? Ça a été quand même posé aux responsables de la RPTC. Et évidemment, l'opération Kinbopeto, comme vous le savez, le chef de l'État lui-même a inauguré cette opération Kinbopeto. Mais depuis quelques mois, Kinshasa redevient de plus en plus sale. Les poubelles sont partout et tout ça. Est-ce vraiment une réussite pour cette opération? Monsieur Mangalibi nous en dit un peu plus. La connexion Internet à Kinshasa a été inopérationnelle en cette journée du 16 janvier jusqu'aux après-midi. Les Kinois usagers de cette nouvelle technologie ont déploré cette situation. Depuis ce matin, il y a une perturbation totale. Je ne sais pas me communiquer. Et d'ailleurs, là, j'ai une communication très importante à l'extérieur du pays. Malheureusement, je ne sais pas la faire. Je suis désolé, franchement. Ça me fait du mal, c'est un manque à gagner pour moi. J'ai des affaires à traiter avec les autres qui sont dehors. Malheureusement,
Là, je suis bloqué. C'est un handicap sérieux. D'abord, nous avions des rendez-vous auxquels nous devions répondre. On avait des travaux à faire dans le forum respectif, mais on n'a pas su le faire ce matin. Donc nous sommes obligés de nous déplacer pour aller faire des travaux qui, chaque jour, nous les faisons à travers nos forums respectifs sur les groupes sociaux via les réseaux WhatsApp et consorts. C'est déjà une mauvaise information pour moi parce que on devrait se réunir avec quelques amis ici. On a un travail à faire, à présenter le samedi. On travaille souvent sur les réseaux sociaux, on se communique là. Malheureusement pour nous, la connexion a été interrompue sur tous les réseaux. Cet élève estime quant à lui que cette interruption constitue une véritable handicap. Ça dérange. Par exemple, on peut nous donner les devoirs. Si on a un devoir et que la connexion ne marche pas, ça va déranger. On va encore se démerder, comment faire, chercher des connexions par-ci par-là pour travailler les devoirs qu'on nous a donnés. Signalons toutefois que cette situation a été rétablie en début de soirée. Depuis l'Égypte où il séjourne, le ministre de Pétentique a informé tous les utilisateurs de services d'Internet via un communiqué de presse que cette coupure était due à une panne au niveau international. On est en train de vivre aujourd'hui Kinbopeto. Les politiques se sont mis devant. Or, ce sont les techniques qui devaient se mettre devant. Et puis, ils donnent quelque chose aux politiques. Et puis, les politiques vont voir comment ils vont essayer de profiter de cela. À la réunion que le gouverneur a tenue dernièrement, il dit qu'ils ont évolué à 20%. S'il dit qu'il y a 20%, c'est un échec. Moi, je n'appellerais même pas une opération. Parce que ça, c'est dans l'article 53 de notre Constitution qui parle que toute personne a droit à un environnement sain. Pour dire que lancer Kinbopeto, félicitations. Maintenant, la mise en œuvre, c'est là le problème. Est-ce qu'il faut des salons chaque samedi? Moi, je dis on n'a pas besoin de salons. Ça doit devenir une vie. Pour dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'arrivera pas à faire de notre Constitution une vie pour chaque Congolais, ça va être difficile. Tu vois, je prends le cas, il y a Bopeto, il y a la gratuité. Le président pas de la gratuité. Les catholiques au début, ils ont dit non, maintenant ils adhèrent. Normalement, tout le monde doit arriver à lire la Constitution, savoir exactement ce que dit la Constitution et que toute action qu'on doit mener qui est dans la Constitution, nous devons tous nous impliquer. Mais il faut suffisamment arriver à mûrir avant de lancer. Tant que nous allons tout politiser, est-ce qu'on a besoin d'avoir des affiches, des panneaux avec des photos de gens pour parler de Bopeto? Moi je dis non. Il faut travailler sur la population. Nous sommes dans un pays où dans son administration, nous avons les chefs de rue, on a les chefs de quartier, on a les bourgmestres, on a les gouverneurs. Pour dire que les recensements, on peut les faire en un jour. Savoir des maisons où il y a les maisons qui sont mises en location, on peut les faire en un jour. Mais le tout, il faut vouloir que les choses changent réellement. Mais tant qu'il n'y a pas cette volonté-là, le problème c'est là. Parce que est-ce qu'on a besoin de faire les salons chaque samedi? Moi je donne. On n'en a pas besoin. Si notre vie devient Bopeto, pour dire que nous allons contrôler nos gestes, mais étant donné qu'il n'y a pas de mesures contraignantes, conséquence, je bois de l'eau ou je prends mon jus, je jette en cours de route à côté d'un policier, étant donné même lui, c'est pour tout cela normal. Conséquence, c'est difficile de réussir. Il faut mettre de l'amour dans le cœur de l'homme congolais. Caire, la capitale égyptienne, le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information, de la Communication y séjourne depuis lundi 13 janvier dernier. Sur place, Augustin Kibassa Maliba ne cesse de multiplier des rencontres afin de persuader les investisseurs égyptiens à venir investir en RDC. Ce qu'a été le cas avec le responsable de la société Fiber Misr. Avec ce dernier, il a été question pour Augustin Kibassa Maliba d'aborder la question de la construction du réseau national de fibre optique au pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de ces échanges, le patron de Pétentique a vanté les potentialités qui regorgent la RDC dans sa position géostratégique ainsi que du rôle que devrait jouer le pays de Lumumba par rapport à cette position. Augustin Kibassa Maliba a aussi échangé avec son homologue égyptien devant Ahmed El Makawi. Le ministre congolais a évoqué l'engagement du président Félix Tshisekedi de faire du numérique un levier d'intégration et de croissance économique. Et avec le vice-ministre égyptien de l'éducation, Augustin Kibassa Maliba s'est imprégné de l'expérience égyptienne dans la transformation digitale du secteur de l'éducation nationale. Presse épinglée, nous avons suivi en tout cas la réaction de M. Mangalibi par rapport à Kinbopeto. Mais nous allons parler de l'Internet. On nous a demandé d'ailleurs, on le sait, de ne pas fouiner dans le passé. Mais le dossier sur la fibre optique aujourd'hui, on en est où en fait? Ce dossier-là, vous avez une idée de... Est-ce que ça a été enterré ça... Madame, mais c'est pas... Quand vous dites, vous affirmez que ça a été un problème technique, je n'y crois pas. Comment
Comment ça, vous n'y croyez pas? La RPTC l'a trop dit. beau pour être vrai. À la veille d'une marche qu'ils ont et même dit interdite, comme par enchantement, plus d'Internet. Non, je pense que ça a été... Vous liez cette coupure ça à la marche de Martin Ils ont à la Fayulu? fois ralenti la vitesse de l'Internet et puis coupé pour certains réseaux au fin d'empêcher les gens de suivre les événements de près. Et ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils n'ignorent pas la force qu'a ces médias en ligne. Et donc, je pense que c'est pour empêcher que les Congolais voient que la marche a commencé. Mais quand même, sur le plan international, Presse Epenge, nous avons suivi, d'autres confrères ont même situé la panne, c'est vers le Cameroun, donc c'était un problème international. C'était pas lié à Kinshasa seulement. J'ai suivi les rapports de la voix des sans-voix de notre compatriote Tchébé Apé à son âme, qui a dit que les méthodes de répression et de violence qu'on a vues les 17 lors de la marche de la Mouka nous rappellent l'ancien régime. Même si nous disons que c'est la continuité, il n'y a pas d'ancien régime. C'est le même régime qui continue. On a saupoudré un tout petit peu. Et voilà, donc ils ont coupé l'Internet pour empêcher les gens de voir les violences, les passages à tabac de militants de la Mouka. Mais nous avons quand même tendu le micro. On a questionné les autorités de la RPTC. Nous avons vu, il a dit que c'était un problème international. La panne est située vers le Cameroun et tout ça. Donc, il ne faut pas forcément le lier avec la marche madame, tout ce monde est là, même des partis. Avec la marche de la Mouka. Même des partis pour mieux rester. Et tout ce qui accompagnait Mende dans différents domaines, c'est ainsi. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Vous n'y croyez pas à cette panne internationale? Mais ce sont des explications à la Mende. C'est tout simplement ça. Et par rapport à Kinbo Peto, quand même, Presse Epenge, il faut le dire. Est-ce que c'est vraiment de cette façon-là, avec cette opération, qu'on peut rendre Kin très, très propre et très belle? Kinbo Peto, c'est une vaste escroquerie à la Pablo Escobar. C'est tout. L'argent de l'État décaissé pour produire le conseil de Gilbert Piana. C'est tout simplement, il faut chercher un moyen de voler de l'argent de l'État. C'est tout. C'est une très grande farce. Mais fondamentalement, la ville est devenue beaucoup plus sale qu'avant. Après Kinbo Peto. Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on a inauguré cette opération de Kinbo Peto, tambours et trompettes, où est-ce que nous en sommes? Dites-moi une seule voie de Kinshasa qui est devenue plus ou moins propre. Allez-y voir les parages même de l'hôtel de ville, du bureau d'Ngobila. Allez voir même les toilettes de l'hôtel de ville. Avant d'aller, il faut bien serrer les pinces. Par rapport à l'Internet, nous y revenons. Le dossier de la fibre optique, on en est où? Vous de la Mouka, vous êtes communautaire, vous fouinez quand même. Et beaucoup des spécialistes, des intellectuels ont dit comment un grand pays comme la RDC ne peut être connecté qu'à un seul endroit et tout ça. Comment faire pour vraiment avoir un Internet fiable, de haut débit et tout ça? C'est un outil aujourd'hui incontournable pour le développement d'un pays. Mais les dossiers de fibre optique, madame, les sous-bossos qu'on a connus, c'est hérité de la période de Kabila. Pour ceux qui pensent que réellement il y a une alternance, nous avions tous décrié le fait que, tout d'abord, pour avoir ces fibres optiques, on l'avait déjà annoncé depuis, c'est pas 10 ans, pour l'avoir 10 ans après. Regardez les fils qui sortent du côté de Mwanda là-bas. Vous croirez que ce sont des connexions frauduleuses que nos jeunes frères de Kingabwa sont en train de faire ici entre voisins pour des milliers de dollars dépensés pour amener ces fils depuis l'océan et arriver à Kinshasa si on n'a jamais eu une bonne connexion Internet. Mais on nous a parlé de détournement de sommes d'argent importantes des gens qui s'occupaient de l'installation de fibres optiques. Jusqu'à ce jour, il n'y a jamais d'explication. Vous l'avez si bien dit, et à juste titre que vous les rappeliez. Mais on nous dit qu'on ne peut pas finir dans le passé. Mais comment on va chercher à savoir la qualité de l'Internet que nous recevons aussi? L'infrastructure même. Comment se fait-il qu'on a maintenant, on a déployé autant de millions pour qu'on ait l'Internet ici, mais jusque-là, rien n'a vu. Mais la justice doit se saisir de cette situation-là.
Mais comme c'est l'argent du pauvre peuple, mais qui peut s'en occuper? On a voulu les changements, entre autres, pour cela. Pour dire que partout où l'argent de l'État a été détourné, comme on a parlé de la question des 32 millions de la SNEL, et avec l'affaire Bouchab, encore que là, même Kabila, le têtu qu'il était, Kabila a eu quand même au moins la gentillesse, si on peut parler ainsi, de dire à Bouchab, soit un peu mis de côté, on va essayer un peu de vendre l'illusion congolais qu'on vous a suspendu à cause de cela. Mais on a vu ici les régimes, soi-disant le nouveau régime, M. Kamir est cité dans les dossiers de 15 millions. Mais Félix, au lieu même de le mettre de côté comme Kabila l'avait fait avec Bouchab, Félix, par contre, a pris sa défense et a même voulu faire ce qu'on peut qualifier d'obstruction à la justice en justifiant le fait que, voilà, en minimisant même les faits, en disant que c'est la rétrocommission, qu'au Congo, nous vivons de la rétrocommission, en oubliant que dans la loi congolaise, la rétrocommission est la corruption et c'est condamnable par la loi. Voilà. Nous allons parler d'ailleurs du président de la République. Vous le savez, le président se trouve à Rome, au Vatican, où il a été reçu par le pape François. Et actuellement, d'ailleurs, je crois qu'il a déjà foulé les sols anglais pour ce sommet britannique, Grande-Bretagne-Afrique. Le président de la République est là-bas, chez la reine Elisabeth, en Angleterre. Et la réaction toujours du président par rapport au GoPass, il a dit que bon, cette taxe est nécessaire, mais l'important c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fera de l'argent que l'on perçoit par rapport à cette taxe-là. Avec les changements que vous apportez dans votre pays, et les gens se demandent aussi à quand la fin de GoPass et à quoi sert cet argent. Oui, c'est une très bonne question. Nous sommes en train de faire une analyse de tout ça. Attention, le GoPass n'est pas foncièrement mauvais dans le sens où c'est une taxe comme partout au monde, on trouve des taxes d'aéroport. Maintenant, le but, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et donc, je profite peut-être de cette occasion pour dire que ce sera le cas pour tous les secteurs de la vie publique. Il y aura des audits qui seront très bientôt lancé, diligenté pour faire un état des lieux de la situation afin de connaître nos capacités à mobiliser les ressources et à faire face à la lutte, à faire face plutôt à ce fléau, la corruption qui a gangréné notre administration et notre économie. Donc il y aura des audits très prochainement qui vont déterminer notre nouvelle façon de gérer la République. C'est une visite qui s'inscrit dans l'optique de renouer les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Selon les sources concordantes, Félix Tshisekedi a échangé avec le pape François autour notamment de la sécurité dans l'est de la RDC. À cet effet, le chef de l'État congolais a offert au souverain pontife un tableau peint d'un visage féminin symbolisant la souffrance vécue par la population de la ville et territoire de Béni. À noter, c'est pour la deuxième fois que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, se rend à Rome depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019. Chris Epengue, vous avez suivi le chef de l'État. Par rapport au GoPass, il a dit, en tout cas, faisons attention, le GoPass n'est pas foncièrement mauvais parce que c'est une taxe. Et c'est d'ailleurs fait aussi ailleurs, sous d'autres cieux, des taxes aéroportuaires. Donc, il faut qu'on paye le GoPass parce que cela va nous aider pour améliorer la situation de nos ports, aéroports et tout cela. Et que d'ailleurs, il y aura des audits pour déterminer un peu en tout cas, ce qui se passe, la corruption qui gangrène le pays et tout ça. Donc, le chef de l'État a parlé, il y aura des audits. Après les audits, normalement, s'il y a mégestion, s'il y a corruption, il y aura sanction. Il n'y aura rien parce qu'il n'a rien pour imposer quoi que ce soit. Quand je vois... Comment c'est là, il a le chef de l'État, il a les prérogatives, il a le monopole, il a l'impérium dans ce pays. C'est lui le chef de l'État. Il a dit, il le redit toujours avec force, c'est lui le chef de l'État. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est lui le chef de l'État. Mais dans les faits, tout porte à croire qu'il est tout sauf le chef de l'État. Et vous savez, quand je vois Félix Tshisekedi parler,
je vois les présidents de l'UDPS parler avec ses contradictions habituelles et avec les incohérences légendaires que nous avons tous connues. Quelle incohérence? Il parle facilement, il promet facilement des choses dont il n'a ni le pouvoir ni la liberté de le faire. Mais il a quand même libéré les prisonniers politiques, il a quand même... Il parlait comme président de l'UDPS parce qu'il est. Il n'est pas autre chose que le président de l'UDPS. Et madame, les faits sont têtus. Quand dans un pays, celui qu'il convient de considérer comme le numéro 1 prend ses ordonnances et est contraint de les renégocier, vous pouvez tout l'appeler sauf chef de l'État. Je voudrais quand même pas arriver jusqu'à vous appeler femme de paix des fois, comme dans la Bible, comme disait Jésus. Mais croyez-moi, madame, l'avenir nous réserve encore beaucoup de surprises avec celui que vous appelez un chef de l'État, que j'ajouterai atypique. Les faits sont là, les faits sont têtus. Félix n'a pas de pouvoir. Félix est là, comme on l'a dit ici. Les Rwandais ont amené musée. Ils ont cru qu'ils allaient faire de musée une girouette. Kabila a mis Félix pour tirer les ficelles et il continue à tirer les ficelles. Quand vous entendez Félix vous dire que c'est grâce à Kabila qu'on a eu des élections dans ces pays, quand vous entendez Félix Tshisekedi, quand vous entendez Félix Tshisekedi, il faut aussi être froid et réfléchir. Les autres présidents en Afrique, eh ben, ils ont carrément modifié leur constitution. Au Congo-Brazzaville, au Rwanda, au Burundi, ailleurs, ils ont fait leur troisième mandat calmement. Mais Joseph Kabila, en tant que légaliste, il a dit nous, fin mandat est terminé. Il y a eu alternance dans ce pays. D'ailleurs, on va le célébrer le 24 janvier. Si Kabila était légaliste, on aurait dû ou pire avoir les élections en 2016. C'est la date prévue, ou l'année prévue, 2016. L'année prévue par la Constitution pour la tenue des élections. Et il nous a dit encore que Kabila a respecté la Constitution. Maintenant qu'il a, Félix Tshisekedi a ses deux nouveaux frères qui s'appellent Kabila et Kagame. Nous autres qui avions combattu avec son père et avec lui pendant un bref moment, il nous qualifie de sorciers. Mais il vous a tendu la main. Il vous a tendu la main, Presse Epenge. Je me rappellerai toujours du discours d'inauguration, je ne sais pas si c'est le terme approprié, son premier discours lors de la prestation de serment. Il a tendu la main à Martin Fayulu, il a dit son frère, venez, nous allons travailler ensemble. Je me souviens très bien. Mais c'est Martin Fayulu qui a refusé aujourd'hui. Madame, Martin Fayulu a refusé cette main tendue. Mais parce que Martin Fayulu avait déjà refusé de serrer la main de Kabila qui détenait encore l'effectivité du pouvoir. Alors comment Martin Fayulu allait serrer la main de celui que Kabila a pris à son service? Félix est au service de Kabila. Comme le président élu Martin Fayulu. Bien sûr, Félix est au service de Kabila. Félix n'a comme projet politique que la protection de Kabila et ses intérêts. Croyez-moi. Et il le fera. Il vous l'a dit depuis l'Allemagne que quand il est en difficulté, il consulte Kabila. Kabila possède une expérience avérée de la gestion de l'État. Alors, on se demanderait quelle serait cette expérience-là. D'avoir liquidé Tchébéa, d'avoir fait disparaître Alma Tungulu, de nous avoir mis dans la situation de Zignélé, de Bouloudi en Congo et de nos frères du Kasaï, de Mokamona Sapo. Voilà l'expérience de Kabila et c'est sur base d'expérience que Félix va les consulter. Non, madame. Mais Kabila a quand même réunifié le pays. C'est ce qu'il convient d'appeler trahison. Le 1 plus 4, il ne faut pas oublier l'histoire. C'est très récent, le 1 plus 4. Kabila quand même a accepté. À l'époque, je me rappelais, il avait encore son impérium ici, mais il a quand même accepté de le diviser en 4. Le 1 plus 4, c'était la première fois que ça existe pour sauver ce pays. Ce pays était déjà balkanisé de fait, en fait. Mais Kabila, il restait avec combien... 2000. Attendez, madame, ça, encore, ce sont des contre-vérités. Kabila dirigeait quel pays? Sa partie, en fait. Sa partie, alors, pourquoi c'était des concessions qui ont été faites par
tous les groupes de Congolais qui avaient pris les armes à l'époque. Bemba aurait pu refuser. Ceux qui détenaient la partie Est auraient pu refuser. Mais c'est les communs encore qu'ils ont dit, voilà, on se montre tout le temps, parce qu'ils ne détenaient absolument pas grand-chose. Donc, il était contraire à arriver dans cette situation-là. Et encore une fois, vous me dites, voilà, mais c'est grâce à lui. Non. Si les présidents africains ont modifié les constitutions, et chez nous, ça n'a pas été le cas, c'est parce que le peuple congolais, le mérite appartient au peuple et non à Kabila. Rossi est mort. Thérèse Rossi a été assassinée, voulais-je dire. Thérèse a été assassinée. Mais bien avant, le 19 septembre 2016, nous étions sortis pour donner carton jaune à Kabila. Prince Epenge, ce jour-là, j'aurais pu laisser ma peau ici au niveau des triomphales. C'est grâce à la jeunesse congolaise. Il y a eu combien de morts? Bien avant, en 2015, je crois que c'est passé le 19 janvier 2015. Mais le chargé de Maluku est sorti d'où? Il y a nos frères assassinés. Il y a eu des bains et des bains de camions qui sont allés jeter des corps. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'enquête pour nos frères qui ont été tués. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui sont à la recherche de leurs enfants. Mais Félix, il nous dit, parce que Kabila m'a donné le tapis rouge tout simplement, oublions tout. Ces voyages à l'étranger, nous courons vers le temps. Oui, ces voyages à l'étranger, aujourd'hui, le président de la République est en Angleterre, en Grande-Bretagne, pardon. Il assiste à ce sommet Grande-Bretagne-Afrique. Pour vous, les voyages du chef de l'État après Sepengé, ça apporte quelque chose au pays, puisqu'on dit que c'est de la diplomatie. La RDC est en train de se réveiller diplomatiquement. La RDC était vraiment bannie presque dans le concert des nations. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi se bat pour que la RDC revive. Il est partout pour faire revivre la RDC. C'est quand même bénéfique pour cette nation, la RDC, les voyages du chef de l'État. Je serais très étonné de la part d'une journaliste aussi expérimentée. Vous savez, vous êtes parmi les doyennes, et vous connaissez très bien l'histoire de ce pays. Vous nous suiviez, nous tous, de près. Et vous le savez, mais je sais que vous faites exprès. Qu'est-ce qui vous étonne dans l'amour que Félix a des voyages? Quand nous étions sur des rassemblements, Félix est voyagé à tout moment. À la veille même des marches, il convoque une marche. Et à la veille de la marche, vous le voyez à la première classe d'un avion plutôt d'Ethiopia Airlines en train de manger un shawarma vers l'Europe. Il a toujours adoré voyager. C'est son droit. C'est dans cette ne me dites pas que logique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a jamais assisté à une marche dans ce pays, quand même. Tout de même. Très souvent, pour la plupart des marches, quand il convoquait une marche au sein du rassemblement, il partait. C'était le président élu Martin Fayulu qui s'occupait des actions, qui s'est chargé avec le président Ngankoy de mener les marches. Et puis, il n'a presque pas mené des marches. Félix n'a pas souffert pour cette lutte, madame. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Félix était en Europe. Quand nous nous battions ici avec son père, donc, et ici, pour ce voyage, même quand nous parlions, vous balanciez les images de sa visite à Rome, là encore une fois de plus, je ne vais pas voir la langue de bois, et ce n'est pas dans mes habitudes. Fidolan Bongo est en train de jouer un rôle quasi funeste en ce moment où lui-même a créé le Congo est en train d'être balkanisé. Les différents accords que Félix a signé avec les Rwandais, dont notamment pour le retour de M23 au Congo. Vous savez ce que les M23 ont fait dans ces pays. Vous aimez beaucoup le Rwandais. Bien sûr, le Rwanda est le danger numéro 1 pour notre patrie. Nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Nous ne prendrons jamais un couteau pour arracher les Rwandais de la carte d'Afrique où il est, juste à nos côtés. Le Rwanda restera là jusqu'à la fin des temps plutôt. Et le peuple rwandais, nous n'avons rien contre lui, mais par contre, le régime rwandais actuel présente un véritable danger. Tant que Kagame, qui est un véritable dictateur, est là, avec sa visée expansionniste, où il apprend aux petits Rwandais que le Kivu, c'est l'expansion du territoire rwandais au Congo et qu'un jour, il faut savoir les récupérer. Et c'est un véritable danger. Et nous devons préparer nos enfants également à leur dire, c'est la terre de nos ancêtres, aucun sentiment n'ira au Rwanda. Et dans ce contexte-là, Félix signe des accords avec le Rwanda pour que l'armée rwandaise entre au Congo officiellement et par après ils vont se débarrasser de leur tenue militaire pour occuper nos terres. Madame, il y a danger. Et quand Papa Mbongo dénonce cela, et en même temps, les boutiques de voyage pour Félix Tshisekedi, parce que croyez-moi madame,
d'après les informations qu'on a, et il y aurait eu des accords entre Ambongo et Félix. Il y a dit donnant. Vous faites ceci pour l'église, du moins pour Ambongo, et je vous ouvre les portes du Vatican. Félix n'est pas allé au Vatican parce que Papa n'a pas demandé que Félix aille au Vatican. Pour recevoir Félix au Vatican, c'est Papa Mbongo qui lui a dit « Je peux te faciliter la tâche ». Donc, comment expliquez-vous que Papa Mbongo souffle à la fois les chauds et les froids? Nous aurions souhaité qu'il soit droit sur ses bottes, comme a été Cardinal Mosengo. Il dit « Niet, Félix est notre frère, certes, mais il a trahi la patrie, il a trahi sa génération. Félix ne mérite pas la confiance du peuple. » Mais aujourd'hui, en Mbongo, tantôt il reçoit la Jeep des mains de celui dont le nom a été cité. Il n'est pas le premier. Moi, je propose, j'ai dit à Papa Mbongo qu'il restitue cette Jeep-là. Prince Penge, Nico Mange, les autres, nous sommes portés par le peuple. Nous allons mettre une caisse si nous sortons dans les rues de Kinshasa et du Congo pour dire donner 1000 francs pour acheter une Jeep à Papa Mbongo, on aura des millions de dollars. Même une Jeep blindée comme celle du président américain, on peut acheter pour Mbongo. La Jeep qui venait des mains de Kameri, c'est lui qui est cité dans le document de 15 millions de peuple congolais. C'est presque de la corruption passive en public. Ce n'est pas moral, ça n'aide pas. La patrie avancée, ça n'aide pas l'Église. Nous allons terminer par le rapport de la CENI, par les séjours du ministre des Pêtes Antiques en Égypte et par l'audience qu'a accordée la SENCO. Selon le rapport de la Commission électorale nationale indépendante, les processus électoraux entre 2016 et 2019 en RDC a coûté 903,268 millions de dollars américains dans le compte du Trésor public. Ce montant justifie toutes les opérations effectuées de la révision du fichier électoral aux élections indirectes des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Cette somme a fait l'objet de plusieurs opérations, notamment la révision du fichier électoral entre 2016 et 2017, avec un montant qui s'élève à 400 821 millions de dollars américains, 3 scrutins directs combinés du 30 décembre 2018 à 432 753 dollars. 7 196 millions de dollars, c'est le prix qui a permis la cooptation des chefs coutumiers et les élections indirectes de sénateurs, gouverneurs ainsi que vice-gouverneurs. Ce rapport affirme également avoir engagé des dépenses de Beni, Butembo et Yumbi. Aussi, la formation des déploiements du matériel de télécommunication est estimée à 35 473 millions de dollars. La CENI n'a pas oublié de parler des dépenses engagées pour l'incendie de l'entrepôt de cette institution qui revient à 27 025 millions de dollars. En croire la Commission électorale nationale indépendante, le budget initial prévu de 400 821 568 millions de dollars, seuls 399 575 246 millions de dollars ont été mis à la disposition de la centrale électorale. Son implication dans un plaidoyer par les billets des princes de l'Église pour l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises intéresse l'opinion tant nationale qu'internationale. Reçu en audience ce mercredi au centre interdiocésain en présence du secrétaire général de la SENCO, Abbé Donatien Cholet, la ministre canadienne de développement international Karina Gould, qu'accompagnait l'ambassadeur du Canada en RDC, a échangé avec le président national de la SENCO, Marcel Outembi Tapa, sur le rôle que joue la conférence épiscopale nationale du Congo dans l'accompagnement des institutions de la République démocratique du Congo. C'est par une note de satisfaction que la délégation de l'honorable Karina Gould a quitté le centre interdiocésain. Prince Epenge, est-ce qu'aujourd'hui la SENCO garde toujours son combat ou son rôle de fer de lance dans le combat contre la corruption, dans ce combat contre les antivaleurs aujourd'hui? On a l'impression que la SENCO s'est tassée un peu avec l'alternance. Il n'y a pas eu d'alternance et la SENCO a toutes les raisons de garder le cap. C'est les représentants de l'Église, la première. Et vous savez, je l'ai dit et je le répète, les prêtres sont dans une situation telle qu'ils connaissent mieux les conditions de vie dans le peuple que même nous autres politiciens. C'est auprès des prêtres qu'on va faire des confessions quand on pêche. C'est auprès des prêtres, quand on a des difficultés, qu'on va demander
parfois de l'aide sur le plan spirituel. Ce sont eux qui délivrent nos femmes. Ce sont eux qui voient nos offrandes quand elles diminuent, comme quand elles s'accroissent. Donc, du coup, ils connaissent la température sociale. Et il n'y a pas mieux que les prêtres pour défendre la patrie. Voilà pourquoi en 2016, voire même en 2017-2018, ils étaient en avant-plan. Malheureusement, après le départ de Papa Cardinal Mosengo, on a senti des tergiversations, des hésitations. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire tout à l'heure que voilà, nous sommes très fiers, Papa Mbongo. Avoir un cardinal dans votre pays, ça n'arrive pas à tout moment. Papa Mbongo est un sujet de fierté pour la jeunesse congolaise, pour le peuple congolais. Mais pour autant qu'il fasse ce qu'il est appelé à faire. Vous avez vu Papa Mosengo est resté droit dans ce bout. Il a dit, c'est pour le peuple que j'ai fait tout ceci. On l'a menacé par le régime Kabila. On a déshabillé les prêtres par le régime Kabila. Mais nous sommes dans la continuité. Pour ne pas parler de la continuation. C'est les antivalets que nous avons rejetés. Et le système Kabila que nous avions voulu mettre de côté, ce système-là qui perdure. Et donc, il faut plutôt continuer la lutte dans ce sens-là, plutôt que de chercher à légitimer à tout prix Félix Tshisekedi. Et c'est là où nous déplorons le comportement des successeurs de Papa Cardinal Mosengo. Mais je pense qu'avec les cris de ces peuples-là, comme il est dit à Beni Butembo, nous sommes à la fin. La toute dernière question. La situation sociale est catastrophique. Papa Mbongo doit interpeller, et non seulement interpeller, mais agir. Parce qu'il n'y a pas de prédication si le peuple est décimé. La toute dernière question, vraiment, par rapport au rapport de la CENI, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent, d'ailleurs, les voix commencent déjà à se lever pour que le chef, vraiment en poussière de seconde, que le chef de l'État dissolve l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des élections anticipées, pour qu'enfin le chef de l'État puisse avoir sa propre majorité et qu'il puisse mettre en pratique sa politique, puisque beaucoup disent cette coalition, c'est parce qu'il a dit, c'est un accident de l'histoire, il a dit à la Radio Vatican que cette coalition avec Joseph Kabila était un accident de l'histoire, parce qu'il n'a pas sa majorité, et donc il était obligé de coaliser avec lui. Pour vous, la dissolution de l'Assemblée, en quelques poussières de secondes, Prince Epenge, est vraiment la solution pour qu'en 2020, les actions du chef de l'État puissent aboutir. Prince Epenge? Madame, telle que je vous connais, intelligente, très pointue, je suis sûr que si par malheur, Félix Tshisekedi arrivait à terminer ses mandats ici de la fraude, à la fin, vous aurez écrit un ouvrage avec des expressions de messieurs Félix Tshisekedi. Je vais déboulonner. Coalition FCC, accident de l'histoire. Je l'ai dit sans avoir peur. Quand un chef de l'État vous dit qu'il est en train de parler sans avoir peur, c'est qu'il a peur. Et il a peur de qui? Il a peur de Kabila. La dissolution de l'Assemblée. On n'a pas dissous de l'Assemblée. Il faut mettre en congé tout le monde, en commençant par Félix Tshisekedi lui-même, parce qu'il n'a pas de mandat. Il faut que cette table ronde préconisée par Martin Fayulu, c'est ça? Vous voulez cette table ronde? La proposition de sortie de crise de Martin Fayulu. Là, elle reste l'unique voie pour sortir le Congo de cette crise. Pour vous partager encore le gâteau. On sait comment ça se termine, hein, ces tables rondes. On sait comment ça se termine. Vous voulez les postes ministériels. Qui a besoin de gâteau? Peut-être Prince Epenge est fait ministre. Prince Epenge a été directeur du cabinet de Pierre-Jacques Chaloupa. Prince Epenge a été directeur marketing d'une société de publicité. Prince Epenge a vécu et vit de son salaire. Il n'a pas besoin d'aller. Ça fait 18 ans que je me bats. Tous ceux qui étaient mes compagnons de lutte ont traversé de l'autre côté. Prince Epenge continue à mener la lutte. Moi, je me bats pour un idéal. Martin Fayulu, c'est un ancien directeur d'ExxonMobil. Il a un patrimoine. Et vous croyez que ceux qui sont devenus ministres de Kabila et tous ceux que Kabila a débauchés d'ADPS, parce que le plus grand réservoir de débauchage de l'ADPS, ça a été l'IDPS. Tchibala, Badibanga, et on a débauché, Kabila a eu les gros lots, Félix lui-même. Donc tout cela travaille au service de Kabila, on les a débauchés. Et Martin Fayulu avait dit,
lui n'est pas débauchable, il est pour la patrie. Et il faut que tout le monde parte. Une année après les élections, madame, il faut considérer que jusqu'à présent, Nanga n'a jamais publié les résultats des élections. Jusqu'à présent, une année après, les vrais résultats, ce que Nanga a publié ne sont pas les résultats des élections. C'est quelque chose qu'il a fabriqué avec Kabila et avec Kabila et son entourage, y compris certains infiltrés qui étaient dans l'opposition, l'ancienne opposition à l'époque, dont Félix Tshisekedi. Donc, nous exigeons ce que M. Nanga, qui est presque l'égal de Pablo Escobar et en matière électorale, que les vrais résultats des élections soient publiés. Et nous disons que la CENI jusqu'à présent, vous savez que Nanga est toujours sous sanction américaine. Pourquoi? Pour avoir fraudé, pour avoir fabriqué les résultats. Vous savez que Nanga est toujours sous sanction pour avoir détourné l'argent de la CENI, plus de 100 millions de dollars. Et c'est les Américains qui ont sanctionné. Madame, de quoi on parle? C'est tout le monde qui doit partir. On dissout l'Assemblée nationale, le Parlement, voulais-je dire, la présidence de la République qui est une institution, le président de la République qui est une institution, tout le monde doit partir pour aller aux nouvelles élections et laisser la souveraineté au peuple. Parce qu'aujourd'hui, conformément à l'article 5 de la Constitution, la souveraineté nationale n'appartient plus au peuple, mais à Kingakati chez Kabila. Merci qui se donne beaucoup, le droit Prince de nommer M. Félix Tshisekedi. Comme Chada l'a dit, Kabila est devenu le propriétaire du Congo. Et Prince Epenge refuse d'appartenir à un Merci pays beaucoup, où Prince Kabila Epenge. Merci beaucoup. est le propriétaire. La télé, c'est le temps. Nous sommes à la fin. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci donc à Prince Epenge d'être passé à la barre. Il est communicateur de la Mouka. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Congo Web Télévision. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Nous continuons encore à vous souhaiter une très bonne année 2020, l'année de l'action selon le chef de l'État. Nous espérons qu'en 2020, tout sera... de la libération selon Martin Fayulu. Nous espérons que vraiment, en 2020, tout sera terminé, que les sauts de moutons, nous l'aurons en 2020 d'ici là, parce que les embouteillages sont monstres à Kinshasa, que, en tout cas, les ministères ayant en charge les infrastructures et même le conseiller du chef de l'État en matière d'infrastructures essaie un peu de jeter un coup d'œil par rapport à l'évolution des travaux des sauts de moutons, parce que les Quinois sont fatigués. Venir au travail devient vraiment un travail d'Hercule. Parmi les 12 travaux d'Hercule, c'est venir au travail qu'on essaye vraiment de résoudre cette affaire de sauts de moutons à Kinshasa. Merci, on se retrouvera avec le même plaisir, mesdames et messieurs, le dimanche prochain, Inch'Allah.